Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter le chapitre 2 du cycle 8 portant sur la résolution d'un problème de statique des solides. Voici le sommaire de ce cours. Tout d'abord, nous allons aborder une notion d'isolement d'un système dans un référentiel. Puis nous allons énoncer le principe fondamental de la statique. Ensuite, nous donnerons des pistes de méthodologie de résolution avant de l'appliquer sur un exemple de résolution. L'isolement est la première étape d'une étude de statique. Elle consiste à isoler un ensemble ou un système. On aura la possibilité d'isoler un ou plusieurs solides à la fois, et une fois qu'on aura effectué l'isolement, on pourra discerner, bien entendu, l'extérieur de l'intérieur. On aura l'habitude de noter un E avec une barre au-dessus pour symboliser l'extérieur d'un ensemble grand E, ou parfois on pourra appeler directement extérieur sur E. On discernera alors les actions mécaniques extérieures qui correspondent à celles exercées par un quelconque composant externe E bar sur E, des actions mécaniques intérieures qui pourront provenir d'un composant interne de l'ensemble E. Pour appliquer le principe fondamental de la statique, nous aurons besoin de repérer cet ensemble E par rapport au temps et à l'espace. Pour cela, nous allons utiliser un référentiel, qui est en fait une combinaison d'un repère spatial et d'une base de temps. On utilisera pour cela le référentiel galiléen, qui est composé d'un repère, donc lui-même composé d'un point et d'une base de temps. On supposera que ces deux notions sont indépendantes, ce qui définit la mécanique newtonienne, et donc dans ce référentiel, on pourra appliquer le principe fondamental de la statique. Alors pour l'étude des mécanismes étudiés à notre échelle, la plupart des systèmes, que ce soit en TP ou sur les sujets décrits, le référentiel lié à la Terre, c'est-à-dire le référentiel terrestre, est une bonne approximation d'un référentiel galiléen, puisque les effets de la rotation de la Terre sont négligeables devant les effets dynamiques qu'on va modéliser, et plus particulièrement lorsqu'on va faire de la statique. Maintenant, nous allons énoncer le principe fondamental de la statique. Tout d'abord, la notion d'équilibre, qui consiste à traduire le fait qu'un ensemble matériel E sera immobile au cours du temps, ou sera fixe par rapport au repère attaché au référentiel galiléen. Le principe fondamental de la statique traduit le fait que si un ensemble E est à l'équilibre dans un référentiel galiléen, alors la somme des actions mécaniques extérieures s'appliquant sur E sera nulle. Lorsqu'on parle d'actions mécaniques extérieures, bien entendu, on pourra utiliser les notions de torseur. Ici, vous voyez deux types de notations qu'on pourra utiliser pour traduire justement le torseur des actions mécaniques extérieures, qu'on peut noter de cette façon-là, un grand T avec extérieur sur E, ou alors la somme des torseurs extérieurs à E. Et bien entendu, cette somme de torseurs va être égale au torseur nul. Je vous rappelle que E bar désigne l'extérieur de E. De ce principe en découlent des théorèmes généraux. Tout d'abord, le théorème de la résultante, qui est en fait une application d'une partie du principe fondamental de la statique uniquement sur la résultante. C'est sans doute ce que vous avez eu l'habitude d'utiliser au lycée par exemple. Donc dans ce cas-là, on utilise les notations précédentes, mais avec la résultante des actions mécaniques extérieures. Dans ce cas-là, si un ensemble E est à l'équilibre, alors la résultante des actions mécaniques extérieures est égale au vecteur nul. Même chose pour le moment, en n'importe quel point A, on peut traduire le fait que la somme des moments des actions mécaniques extérieures s'appliquant sur E exprimé au point A est égale au vecteur nul. Ensuite, nous avons le théorème des actions réciproques, qui lui s'applique en statique ou en dynamique. Si on a deux ensembles E1 et E2 qui seront deux sous-ensembles matériels de E à l'équilibre par rapport à un repère galiléen, et qui exercent une action mécanique l'un sur l'autre, c'est-à-dire qu'ils vont être en lien l'un avec l'autre, alors l'action mécanique de l'ensemble E1 sur E2 sera l'opposé de l'action mécanique de E2 sur E1. Une remarque sur la réciprocité du principe fondamental de la statique. On a vu qu'il s'agissait uniquement d'une simple implication entre l'équilibre et la somme des actions mécaniques extérieures nulles. La réciproque est fausse. On peut le montrer sur un exemple assez simple d'une paire de ciseaux par exemple. Vous voyez, pour ouvrir une paire de ciseaux, on a l'habitude d'exercer un effort symétrique avec les deux doigts de la main, avec le pouce et l'index de part et d'autre. Donc on a cette configuration-là. Alors on peut traduire le fait que le théorème de la résultante fonctionne, puisque les deux efforts, on peut montrer qu'ils sont opposés, donc on a bien une résultante nulle. Le moment, de la même façon, va être nul. On peut traduire le moment, par exemple, au point A, étant donné que au point A, l'action de moins F est nulle, donc on a cette relation-là, et on trouve que le moment des actions mécaniques extérieures est nul. Et pour autant, le ciseau s'ouvre, donc il n'est pas à l'équilibre, il n'est pas immobile par rapport au référentiel d'observation.
Donc avec cet exemple, on montre bien que la réciprocité du principe fondamental de la statique est faux, c'est-à-dire que on ne peut pas, à partir du fait que la somme des actions mécaniques extérieures est nulle, en conclure que le système est à l'équilibre. Maintenant, parlons de méthodologie de résolution. Tout d'abord, on va parler de plusieurs cas particuliers, notamment le cas d'un solide ou d'un ensemble soumis à deux glisseurs. Si vous avez l'exemple d'une bielle, par exemple dans un moteur thermique, ici on suppose qu'on a deux actions ponctuelles qui s'appliquent respectivement en A et en B. Si cet ensemble est à l'équilibre, alors forcément, ces deux actions seront ce qu'on appelle directement opposées. Ça veut dire d'une part qu'elles sont opposées, mais qu'en plus, elles sont dirigées par la droite joignant les deux points d'application d'effort. On peut également donner des pistes pour un solide soumis ou un ensemble soumis à trois glisseurs. Dans ce cas-là, les trois directions des résultantes seront concurrentes, comme l'illustre cette figure. Et on a aussi un triangle des forces. On peut sommer des efforts pour former un triangle. Parlons maintenant de méthodologie générale d'un problème de statique. On va considérer dans ce cadre-là des ensembles grand E qui correspondent à des systèmes mécaniques composés de plusieurs solides. Donc on notera NS le nombre de solides qui vont être liés entre eux par des liaisons mécaniques, celles qu'on a vues dans le chapitre précédent. Ici l'objectif c'est une résolution statique. Donc généralement pour dimensionner les actions mécaniques au niveau des liaisons, c'est dans un esprit de conception de mécanisme. Et éventuellement de vérifier que les actionneurs aussi sont suffisamment dimensionnés pour résister à des sollicitations extérieures. On verra notamment dans l'exemple qui va suivre. La première étape consiste à isoler l'ensemble grand E dans un référentiel galiléen. Ensuite, on va construire un graphe de liaison pour l'ensemble grand E, donc le système considéré, généralement ça correspond à un système. Alors un graphe de structure, c'est quoi? C'est simplement un graphe de liaison, comme on l'a vu précédemment, mais sur lequel on va rajouter des actions mécaniques extérieures éventuelles, qui ne sont pas dues forcément à des liaisons. Ensuite, on va procéder à un ordonnancement d'isolement. C'est la phase intéressante. C'est là qu'on va choisir dans quel ordre on va isoler quel solide ou quel groupement de solides. Alors généralement, on commencera par isoler des solides ou des ensembles de solides soumis à deux actions mécaniques de type glisseur. Et ensuite, on essaiera d'aller en complexité croissante, voir s'il n'y a pas des solides ou des ensembles de solides soumis à trois glisseurs. Il faudra faire autant d'isolement qu'on a en fait de solides. Et enfin, il faudra qu'on effectue le bilan des actions mécaniques extérieures pour chaque isolement. Et ensuite, il va falloir qu'on résolve le problème. La résolution analytique consiste à déterminer les expressions littérales des torseurs au niveau des liaisons mécaniques du système. Pour chaque isolement, on exprimera les torseurs et les actions mécaniques en un point judicieusement choisi. Et le principe fondamental de statique donnera pour chaque isolement 6 équations scalaires en 3D ou 3 pour un problème plan. Donc ça veut dire qu'on aura un système d'équations à résoudre. Et le regroupement de toutes ces équations va aboutir à l'écriture d'un système linéaire d'équations. Donc si on a ns solide dans le système, on aura 3 fois ns équations pour un problème plan et 6 fois ns équations pour un problème tridimensionnel. Ensuite, il faudra bien entendu s'assurer que ces équations soient indépendantes entre elles. Alors en première année, on verra uniquement des systèmes d'équations qui sont... Ça veut dire que toutes les équations seront indépendantes entre elles, mais on verra justement que parfois on peut avoir des problèmes là-dessus justement, et on verra comment on pourra lever ce problème. Il faudra bien entendu, mais comme dans n'importe quel problème physique, vérifier l'homogénéité des expressions littérales et bien entendu la cohérence physique, si c'est possible. On va mettre en place cette méthodologie dans l'exemple suivant, et on pourra également aussi le mettre en place dans des problèmes qu'on rencontrera en travaux dirigés. Donc voici le problème qu'on va chercher à résoudre. Il s'agit d'une échelle de pompier télescopique escamotable. Ça veut dire qu'on va pouvoir surélever l'échelle de pompier à la hauteur qu'on souhaite selon l'intervention qu'on va vouloir mettre en place. Alors pour ce faire, on a un actionneur dans la chaîne d'énergie qui est un vérin. Donc ici un vérin hydraulique. De par les actions mécaniques mises en jeu, la solution hydraulique est à privilégier. Donc voici un schéma qu'on va chercher à modéliser derrière, c'est-à-dire à simplifier avec un graphe de liaison, un graphe de structure, et puis à mettre en place sa méthodologie. L'objectif, c'est de déterminer la loi d'entrée-sortie en action mécanique en statique. Alors pour ça, la première difficulté, c'est d'identifier l'entrée et la sortie. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours de faire référence à la chaîne d'énergie. Donc l'entrée, on va l'associer plutôt à l'actionneur, et la sortie à l'effecteur. Je vous rappelle que l'actionneur, c'est le composant qui va convertir l'énergie, et l'effecteur, c'est le composant qui va agir directement sur la matière d'œuvre. Ici, le composant qui va convertir l'énergie, c'est bien entendu le vérin hydraulique, et la sortie, l'effecteur, celui qui va agir sur la matière d'œuvre, ici qu'on pourrait supposer être par exemple un pompier sur l'échelle,
Bien entendu, c'est l'échelle. C'est l'échelle qui va agir sur la position verticale du pompier. Donc, quelles sont les grandeurs physiques et d'action mécanique liées à ces deux composants? Pour le vérin hydraulique, la grandeur physique, c'est une pression hydraulique dans le vérin. Quelle est la pression qu'on va mettre en œuvre dans le vérin pour justement équilibrer la grandeur physique d'action mécanique liée à l'effecteur, c'est-à-dire le poids. Plus l'échelle et le pompier qui est présent sur l'échelle aura du poids, bien entendu, on se doute que plus il va falloir mettre de la pression dans le vérin ici. Et l'objectif, c'est justement de vérifier quel est le lien entre les deux. Alors, on se donne le paramétrage, donc là, je vous le donne, mais on pourrait très bien réfléchir là-dessus. Alors, on va repérer n'importe quel point I de cet ensemble. Alors là, on a un problème 2D. On va le repérer dans le repère qui est donné ici, A, X, Y. Et on va noter XI, YI, les coordonnées dans ce repère-là, de n'importe quel point I par rapport au point A. Exemple, le point B sera repéré XB, YB. Donc XB, c'est la longueur selon X du point B, et YB, c'est la longueur selon Y du point B. Et on fera la même chose pour n'importe quel point. Alors ici, vous voyez, il n'y a pas non plus énormément de points. On a le point G, le point C, le point D, le point A, le point B. Première des choses, on isole notre ensemble, c'est-à-dire qu'on définit bien entendu le système qui nous intéresse. Ici, c'est le système composé de 3, 4, 5, dans un référentiel qu'on supposera galiléen, R, X, Y, Z. On pourrait rajouter le point A ici. On va s'intéresser à l'échelle, à la tige du vérin, au corps du vérin. Donc ça veut dire que l'ensemble 2 et 1, on ne va pas les étudier ici. Ça veut dire que ce sera notre référence, le bâti. Donc vous voyez par exemple la tourelle et le châssis, on va supposer que c'est la même chose, c'est la même classe d'équivalence. Ça veut dire qu'on ne va pas s'intéresser à la rotation verticale autour de la tourelle de l'échelle. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement l'orientation en tangage de l'échelle. Ensuite, on va réaliser le graphe de structure. Pour réaliser le graphe de structure, on va d'abord commencer par réaliser le graphe de liaison. Donc ici, on n'a que des liaisons pivots, sauf une liaison pivot-glissant d'axe AC entre 4 et 5. On peut vérifier sur le schéma. Les liaisons pivots sont représentées partout, en tout cas c'est le choix qu'on en fait. On va modéliser que par des liaisons pivots, et le vérin, on va modéliser ça par une liaison pivot-glissant. Pour obtenir le graphe de structure, on part donc de ce graphe de liaison, sur lequel on va rajouter des actions mécaniques extérieures. On a le poids qui va s'appliquer sur le solide 3, et on a le fluide dans le vérin, puisque c'est un vérin hydraulique, qui va s'appliquer sur la tige et sur le corps du vérin. Alors ici, on pourra voir que le fluide, on va pouvoir le considérer comme intérieur à l'ensemble 4 plus 5. Maintenant, reste à faire l'ordonnancement des isolements. La réflexion va se produire sur ce graphe de liaison. Déjà, première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas le droit d'isoler le bâti. Alors pourquoi on n'a pas le droit? C'est simplement qu'on ne sait pas ce que subit le bâti, à part ce qui est présent sur le graphe de liaison. Le symbole là, ça veut dire que le bâti, il vit sa vie ailleurs, il a d'autres actions mécaniques qui s'exercent sur lui. Là, le bâti, il faut s'imaginer que c'est le socle du camion du pompier. Donc le camion du pompier, il est en appui sur le sol, et les actions du sol sur les roues du camion de pompier, et on s'imagine bien que ça va être difficile de prendre en compte tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se prendre une référence. Donc on ne peut pas isoler cet ensemble-là, parce que c'est trop difficile de modéliser tout ce qui va se passer là-dessus. D'accord, le bâti, en fait, c'est la Terre, et on ne va pas modéliser tout ce qui se passe sur la Terre. On suppose que les effets qui s'appliquent sur le bâti n'ont pas d'effet sur le reste. Donc ça veut dire qu'on va avoir la possibilité d'isoler ces 3 solides, 3, 4, 5, mais on a la possibilité également de regrouper ceux qui sont éventuellement contigus. Donc comme je vous l'ai dit, on va essayer de privilégier des isolements possédant le moins d'action mécanique de type glisseur. Alors on ne pourra pas espérer obtenir un solide à l'équilibre avec une seule action mécanique. Un solide, il ne peut pas être à l'équilibre avec une seule action mécanique, équilibre statique. Donc il y aura au moins 2 actions mécaniques. Est-ce que là on trouve un solide ou un ensemble de solides soumis qu'à 2 glisseurs? Alors on peut se dire, si j'isole le solide 3, on aura 3 actions mécaniques. Comment je le vois? Vous voyez, j'entoure le solide 3 et on remarque que je vais couper 3 actions mécaniques. 2 actions mécaniques dues aux 2 liaisons pivots et l'action mécanique due au poids. Ensuite, on peut se dire, on va isoler 4 plus 5, mais on va inclure le fluide à l'intérieur. Là, c'est intéressant, puisqu'on aura un ensemble soumis à 2 glisseurs. Donc c'est cet ensemble-là que je vais appeler grand sigma, qu'on va commencer par isoler. Et ensuite, on isolera le solide 3. Voilà les 2 isolements qui vont me permettre de résoudre le problème. Donc première étape, on isole grand sigma composé de 4 plus 5, puis le solide 3. On commence par faire donc le bilan des actions mécaniques pour chaque isolement. Concernant l'ensemble grand sigma, nous avons les actions dues aux 2 liaisons pivots, 3 sur sigma et 2 sur sigma. Ce sont respectivement cette action-là, 3 sur sigma et 2 sur sigma, 2 liaisons pivots. Ici, il faut se rappeler du tableau des liaisons.
et du fait qu'on est dans un problème plan, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, pour obtenir cette forme de torseur. Je vous laisserai vous référer à votre tableau des liaisons. Donc on pose les deux torseurs avec les inconnus. Donc ici on trouve des inconnus d'action mécanique qu'on va chercher à déterminer. Donc là on a juste posé la forme du torseur. Pour pouvoir traduire l'équilibre, il faut déplacer ces torseurs au même point. On peut donc déplacer le torseur de l'action mécanique de 2 sur sigma du point C au point B. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que l'action de 2 sur sigma est en fait l'action de 2 sur 5. Ça, on peut le voir sur le graphe de liaison. L'action de 2 sur sigma, c'est l'action de 2 sur 5. Donc on peut utiliser cette notation-là pour les torseurs. Je vous conseille de mettre en indice les deux solides IJ dans le sens l'action de I sur J. On l'exprime au point C, on n'a pas de moment transmissible au point C. Par contre, au point B, on a un moment transmissible dû à la formule de changement de point. Vous vous rappelez, c'est la formule de Babar. Moment en B, c'est le moment en C qui est nul, plus BC, vectoriel, la résultante. Le vecteur BC, on peut l'obtenir par les différences de coordonnées entre C et B dans le repère A, X, Y. Et donc on obtient ces composantes ci. Et il ne reste plus qu'à faire le produit vectoriel. On obtient cette relation qui est présente là. Donc on voit qu'on a un moment qui dépend des deux composantes y de 5 et x de 5 et des coordonnées entre les points C et les points B. Ensuite on peut faire la même chose pour le solide 3. Donc sur le solide 3 on a l'action de sigma sur 3 qui par le théorème des actions réciproques est l'opposé de l'action de 3 sur sigma qu'on avait exprimé précédemment. Donc au point B on n'a pas de moment transmissible parce que c'est une liaison pivot en B. On peut déplacer ce torseur en A en utilisant la même formule que précédemment. Le vecteur AB, c'est le vecteur XB selon X et YB selon Y avec le paramétrage choisi. Il suffit de faire le produit vectoriel et voici l'expression qu'on obtient. Au point A également, le torseur de l'action mécanique transmissible a cette forme-ci, puisque la liaison entre 2 et 3 est une liaison pivot autour du point A. On a donc un moment nul. Et l'action du poids, on sait que le centre d'inertie est un point central de ce torseur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission de moment autour de ce point-là. On va se déplacer au point A, et voilà ce qu'on obtient. Alors ici, il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a tout exprimé au point A. On va revenir sur le schéma du système. Le point A, c'est celui-là. On peut remarquer que le point A, c'est le point autour duquel va tourner éventuellement l'échelle 3 par rapport au référentiel. Donc le fait qu'on traduise l'équilibre statique de l'échelle 3, ça veut dire qu'on traduise le fait que l'échelle ne tourne pas autour du point A. Donc on va traduire l'équilibre en moment, puisque le solide 3 ne tourne pas, autour du point A. Il ne reste plus qu'à regrouper toute cette expression. Donc la somme des torseurs pour chaque isolement est égale au torseur nul. Donc on a deux sommes vectorielles qui vont contribuer à trois sommes scalaires. Donc des projections en résultant selon respectivement x et y et des composantes en moment selon z. Donc il va falloir aller récupérer chacun des termes selon chacune des directions. Donc c'est ce qu'on note ici. Donc le théorème en résultant donc est l'équilibre statique de l'ensemble sigma qui est 4 plus 5 et l'équilibre statique de l'ensemble 3. Pour le premier isolement, on va avoir les résultants selon x, y et z. Donc là, on allait récupérer la somme des torseurs en résultant selon x, y et puis la somme des moments. Et pour l'ensemble 3, même chose. Donc on a 6 équations. Alors on peut vérifier le nombre d'inconnus. Donc le nombre d'inconnus ici différentes, on voit qu'on en a 4. Donc x de 5, y de 5, x 3, 4, y 3, 4. Et ici, on regarde si on rajoute des inconnus, et bien on rajoute x de 3 et y de 3. Donc on rajoute 2 inconnus. Ce qui fait qu'on a 6 inconnus pour 6 équations. Après, il faudrait vérifier qu'on a un système d'équations libres. En l'occurrence, c'est le cas. Là, on n'a aucune équation inutile et on n'a aucune équation liée entre elles. Donc ce système, il est inversible, on va pouvoir le résoudre. Alors on pourrait très bien mettre en place une méthode classique utilisant le pivot de Gauss. Là, on remarque quand même qu'on a des lignes d'équations qui sont assez vides. Donc on va essayer de faire des combinaisons entre les différentes équations. Alors déjà, on peut regarder en combinant les équations 1, 2, 3 qui vont traduire l'équilibre de grand sigma, on peut obtenir cette relation qui me donne une relation entre y3, 4 et x3, 4. Donc on remarque que c'est la différence des coordonnées yc sur yb sur xc moins xb. Et ça donne cette relation-là. Alors cette relation n'est rien d'autre que la traduction d'un ensemble soumis à des glisseurs. On vous a dit que les actions étaient directement opposées. On peut revenir sur le schéma de l'ensemble 4, 5. L'ensemble 4, 5 est à l'équilibre, soumis qu'à deux glisseurs. Ça veut dire que les actions vont être dirigées selon
cette direction-là. Donc l'équation qu'on a obtenue veut simplement dire que les efforts sont dirigés selon la droite BC. Donc c'est ce qu'on vous a mis ici, le 70 degrés traduit l'angle en fait entre cette direction et l'axe X. Et c'est ce qu'on obtient ici. Ensuite, on peut injecter cette équation dans l'équation 6. Voilà ce qu'on obtient. Donc on a une relation entre x3,4 et P qui dépend uniquement des coordonnées xg, yb, xb qui sont des grandeurs géométriques. Et on peut en déduire l'expression de l'effort de 3 sur 4, en tout cas sa norme, en calculant la norme de ce vecteur, et voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient que l'effort de 3 sur 4 est en fait l'effort de l'action du solide 3 sur le solide 4, on voit qu'il dépend que du poids et des coordonnées géométriques. Voilà pour cet exemple. Maintenant, je vais vous laisser une question que je mettrai sur le quiz. Proposer une méthode pour déterminer la pression qu'on aura dans le vérin. En tout cas, quel isolement on va pouvoir mettre en place pour isoler cette action et quel théorème appliquer.